pourquoi ce choix? Eh bien, tout d'abord, suite aux terribles événements qui se sont déroulés en janvier dernier, dont tous, normalement, ont eu connaissance. Je vous en prie. Et donc, suite à ces événements, notamment à Charlie Hebdo, la médiathèque intercommunale, sur l'ensemble du réseau Tarn-et-Gadoue, a souhaité mettre en action, proposer quelques événements, quelques animations liées notamment à des thèmes plus ou moins terribles ou des thèmes vraiment qui méritent d'être soulevés. Donc, tel que celui dont nous allons parler ce soir, qui est celui de la laïcité. La laïcité a-t-elle un avenir en France ou partout ailleurs? Et je vais ouvrir juste une petite parenthèse humoristique. Ce matin, en ouvrant ma radio pour venir travailler, j'ai une très gentille radio locale a diffusé gentiment cette information et a dit « La laïcité a-t-elle un avenir ?» À Parisot, je me suis dit, j'espère bien, elle voulait dire en fait à Parisot ce soir, mais elle a dit à Parisot, bon, enfin non, c'est bien, a-t-elle un avenir en France et partout ailleurs. Cet après-midi, nous avons commencé à évoquer des sujets tels que celui-ci avec l'école de Parisot, où là on a parlé plutôt de la liberté d'expression avec les jeunes enfants. Et donc, bien, on va continuer ce soir, alors surtout n'hésitez surtout pas, une fois que Yanis aura pris la parole et aura fait sa présentation, n'hésitez surtout pas vous-même à vous exprimer, hein, c'est l'occasion inespérée. Et puis juste en aparté, si certaines personnes y voient un inconvénient, merci de me le dire, je vais prendre quelques photographies qui seront destinées à notre portail et effectivement aussi à notre Facebook. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Et il y a aussi un monsieur qui filme, et qui filme l'exposé, qui vous filme à rebours. Donc je suppose que vous n'êtes pas gêné quand filme votre dos. La tête derrière. Crâne. Il n'est pas recoiffé, bon, c'est pas très grave, vous devriez faire comme moi, comme ça vous n'auriez pas ce problème, hein, donc de coiffure dorsale, cervicale, voilà. Sacré sujet, hein, en ce moment, sacré sujet que la laïcité, en plus présentée ainsi, la laïcité a-t-elle un avenir, ce qui sous-entend quand même qu'on a un vrai problème à ce niveau. Merci beaucoup de l'invitation et merci aussi de m'avoir confié les enfants de l'école pour parler de la liberté d'expression et des difficultés à vivre ensemble avec nos différences, ce qui d'ailleurs évoquait ainsi la laïcité, même si on n'a pas formulé ce mot puisque c'était des élèves de CE2, donc ils étaient un petit peu petits pour découvrir ce mot et tout ce qu'il contient, d'autant plus que même nous, adultes ce soir, pour la plupart, il me semble qu'on est tous adultes ici dans la salle, mais bon, il n'y avait pas d'enjeu particulier à être adulte par rapport au contenu du propos. Néanmoins, voilà, le tour du sujet ne pourra pas du tout être fait, ni même par l'exposé, ni encore moins par le débat. Il faudrait des heures et même des jours entiers pour pouvoir l'aborder, que ce soit de façon historique, que ce soit de façon juridique, que ce soit de façon culturelle aussi, ou encore de façon politique. Avant de me lancer dans ce propos, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup agi pour la laïcité. C'était un libre penseur, c'était aussi un syndicaliste, un militant des droits humains, contre les inégalités sociales notamment. C'était un ami, c'était un frère humain, c'était un camarade comme on dit aussi. Et donc j'ai une pensée pour lui ce soir. Il s'appelait Christian de Méotis, beaucoup le connaissaient. Voilà, et je tiens à lui rendre hommage et à lui dédier cette soirée et ce débat. Concernant la laïcité, mon engagement personnel dans ce problème en Grèce, puisque je suis d'origine grecque, que j'ai vécu une partie de ma vie en Grèce, fait que je ne pourrais pas être complètement objectif sur cette question. Mais qui peut être objectif sur la question de la laïcité? Moi, je viens en partie donc d'un territoire en Europe qui est l'un des moins laïques, sinon le moins laïque en Europe. J'ai vécu de près des problématiques lourdes liées par exemple à l'obligation de la religion ou de l'absence de religion mentionnée à l'état civil
donc sur tous les documents d'identité, visibles par n'importe quel logeur, employeur, directeur d'université, policier, où que ce soit, quoi, partout où on vous demande vos papiers. Et il y a beaucoup d'endroits, des circonstances dans lesquelles on vous les demande. Et donc en Grèce, on a réussi à faire enlever cette mention obligatoire de la religion, de l'opinion religieuse ou de l'absence d'opinion religieuse, uniquement en 2001, c'est-à-dire 20 ans après l'entrée dans l'Union européenne, qu'on appelait à l'époque Communauté économique européenne, donc dans des conditions assez difficiles, et bien que la Grèce ait le triste record du nombre de déportés au prorata des populations visées, c'est-à-dire essentiellement juives et roms en Grèce, durant les années 41-44. Voilà, la déportation a dépassé les 85% pour ces populations, notamment les communautés juives de Thessalonique et de Corfou, ou encore des communautés roms surtout installées du côté de la Thrace, près de la Bulgarie. Et malgré donc ce fait, notamment le fait qu'il n'y ait pas eu besoin à l'époque d'enquête, comme on le faisait en France à l'époque de la Gestapo et de la collaboration, en Grèce c'était automatique, puisqu'il suffisait de regarder l'état civil, et les rafles ont été extrêmement rapides. Malgré cet argument de poids, argument historique majeur, il a fallu batailler pendant plusieurs années pour obtenir cette suppression de l'obligation de déclarer son opinion religieuse sur les documents d'identité. C'était donc en 2001. Et j'ai une pensée aussi pour ceux qui ont participé à cette lutte pour la liberté absolue de conscience. Enfin, dernier point, j'aborderai le sujet, vous vous en doutez, plutôt sous l'angle philosophique, c'est-à-dire le sens profond du mot et de ce qu'il recouvre, plus que donc son itinéraire dans l'histoire et toutes les problématiques liées au moment qu'il a pu traverser et qui ont marqué donc l'itinéraire de ce mot dans les groupes humains, y compris dans la société française évidemment. Pour commencer, je voudrais éviter des malentendus, parce que quand on utilise des mots, la première chose à éviter, c'est les confusions et les présupposés. En l'occurrence, la laïcité vient directement du mot peuple, hein, donc du grec, ce qui m'arrange personnellement. Donc c'est laos, hein, le peuple, et donc laïkos, c'est ce qu'il y a de commun dans le peuple, pour arriver à vivre ensemble avec nos différences. Donc la laïcité, ce n'est rien d'autre, en fait, pour ne pas compliquer exagérément le propos, ce n'est rien d'autre que chercher ce qu'on a de commun pour en faire la base, le socle de la construction du vivre ensemble, tout simplement. Oui, mais dès qu'on parle du commun, tout le monde n'a pas le même avis sur ce qu'il y a de commun dans une société. Certains s'attachent à un commun ancestral, traditionnel, lié par exemple à une culture religieuse. D'autres considèrent que ce qu'il y a de commun, finalement, revêt finalement une forme essentielle et toute simple. C'est notre appartenance à la grande famille de l'humanité, tout simplement. Donc, forcément, dès lors, il y a un dilemme entre deux façons de voir les choses par rapport au vivre ensemble et par rapport à cet outil essentiel, ce socle essentiel qu'est la laïcité. Il est également une autre confusion qu'il faut éviter, c'est de confondre la laïcité en elle-même et l'une de ses conséquences en matière de capillarité dans la société, c'est-à-dire la sécularité, ce qu'on appelle le sécularisme aussi, c'est-à-dire l'évolution des usages, des mœurs, des opinions dans la société elle-même. La laïcité concerne beaucoup plus, je vous le disais, la base, la structure même de la société, en l'occurrence les institutions, que les opinions singulières de chacun, les façons de vivre et tout ce qui peut évoluer justement de siècle en siècle en fonction du temps ou qui peut rester traditionnel selon une histoire par rapport à un territoire donné. Donc distinguons bien ce qui est de l'ordre de la construction du vivre ensemble sur le plan institutionnel, sur le plan organisé, et ce qui est de l'ordre de l'intime opinion, de l'intime croyance de chacun, de la foi ou de l'absence de foi. Autre chose également, vous savez qu'on utilise le mot laïque parfois avec un C, parfois avec QE, UE, pardon,
Et bien des gens se trompent en utilisant ces mots et utilisent l'un ou l'autre plus ou moins par hasard. Le mot laïque avec un C existe depuis assez longtemps, depuis la fin du Moyen-Âge on va dire, et ce mot est directement lié aux deux catégories majeures des membres de la société médiévale, qui étaient soit instruits et professionnels même, dirais-je, sur le plan religieux, soit étaient membres du peuple, donc du commun et non pas d'un ordre religieux, et donc ils étaient considérés comme laïcs au sens de laïkos, comme on le disait tout à l'heure, du commun. Quelqu'un de commun, même pour ainsi dire, ce qui peut même être péjoratif d'un certain point de vue, selon les usages à l'époque, dans certains textes notamment. À la différence donc des clercs, qui étaient évidemment donc des représentants de l'Église, du clergé en l'occurrence. Donc ça c'est pour éviter les malentendus entre quelques termes. Hein. On a bien vu que l'origine du mot, hein, c'était ce qu'il y a de commun, qu'il ne faut pas confondre le problème sur le plan de l'organisation de la société et sur le plan des convictions intimes du sujet. Et troisièmement, l'utilisation du mot laïque au sens du Moyen-Âge, que certains utilisent encore aujourd'hui, et celui d'aujourd'hui, et donc que je distinguerai de la façon suivante. Un laïc aujourd'hui, c'est d'abord quelqu'un qui défend tout simplement la laïcité, hein, en l'occurrence, quand on parle d'un individu bien sûr, et non pas d'une institution, c'est-à-dire quelqu'un qui considère que cet outil qu'est la laïcité est essentiel pour les raisons qu'on va aborder par la suite. La laïcité également est quelquefois source de malentendus quant à son objectif, notamment quand on parle d'anti ceci, d'anti cela. Souvent on confond anticléricalisme et anti-religiosité. En l'occurrence, dans un cas, c'est la question de la puissance politique de l'Église ou des Églises à leur époque, dans leur siècle, de leur capacité à influencer directement les institutions, même à contrôler celles-ci dans certains cas. Et dans le second cas, il s'agit d'un combat contre la religion elle-même ou contre les religions elles-mêmes, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Il s'agit dans un premier cas simplement de laisser l'espace politique aux citoyens dans leur diversité. Dans le second cas, il s'agit de combattre une opinion orientée par la croyance plutôt que par la raison. Donc il faut distinguer anticlérical et anti-religieux dans les façons d'agir, y compris pendant le siècle des Lumières. Quelquefois, les deux se sont confondus. Certains auteurs chez les Lumières voulaient vraiment combattre directement les religions, comme par exemple Diderot a considéré que, par exemple, son encyclopédie avait pour vocation de combattre l'obscurantisme qui, pour lui, s'étendait dans tous les champs du religieux, dès lors qu'il avait croyance plutôt que connaissance, donc en l'occurrence une vision privilégiant la raison et donc l'éducation populaire à travers la philosophie. D'ailleurs, sa devise était « hâtons-nous de rendre la philosophie populaire ». Ce qui met un petit peu d'eau à mon moulin. Il y a des principes philosophiques sous-jacents à la laïcité. Pour bien la comprendre, il est essentiel de fouiller son enracinement conceptuel dans la pensée à travers les époques et surtout à travers quelques notions clés. Quand on parle de liberté absolue de conscience en particulier, puisque j'évoquais cette formule tout à l'heure, de quoi parlons-nous exactement ? De quelle liberté parlons-nous? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la conscience, hein, quand on parle d'un être humain? C'est essentiel pour bien comprendre ce qu'est la laïcité et ce qu'elle n'est pas. Qu'est-ce que la liberté? Est-ce que c'est, comme on l'a vu avec les enfants tout à l'heure, quand on faisait le goûter philo, est-ce que c'est faire ce qui nous passe par la tête? Est-ce que c'est ça la liberté? Ou est-ce que c'est disposer de sa faculté de chercher et de choisir ce que nous désirons? Deux choses complètement différentes. Et si c'est la seconde définition que vous choisissez, ce que je vous suggère, dans ce cas-là, il est nécessaire que les conditions soient réunies pour que le sujet, l'être humain, puisse réellement disposer de ses facultés de se chercher et de se choisir, non pas seulement de se chercher à travers ce qu'il passe dans sa tête, en ne choisissant pas la première chose qui passe dans sa tête, ni la seconde, mais de prendre le temps de se poser, de réfléchir, surtout quand il s'agit de sa vie tout entière, du sens qu'il veut lui donner, mais en plus d'aller chercher ailleurs,
d'aller chercher dans les rencontres, d'aller chercher dans la culture, dans une médiathèque comme ici, ici ou là, dans les arts, dans le cinéma. On peut chercher un peu partout, mais surtout aussi savoir exercer sa faculté de choisir, savoir prendre position, savoir s'engager, le cas échéant, quand on le juge nécessaire. De même, concernant la liberté, il existe un problème fondamental qui oppose une certaine pensée cléricale et une pensée laïque. En l'occurrence, c'est la question de la liberté, consubstantielle ou pas, de la vie humaine. Est-ce que nous sommes vraiment libres? Est-ce que nous sommes déjà déterminés à la naissance? Est-ce que tout est déjà écrit d'avance? Ou est-ce que tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité? Et l'être humain, dans tout ça, qu'est-ce qu'il apporte? Est-ce que c'est une variable par sa faculté à se penser, à se choisir? Ou est-ce qu'il est simplement une coquille de noix sur l'océan de la causalité, de ce qu'on appelle le physicalisme, c'est-à-dire la suite de causes et de conséquences, qui produit donc une forme de détermination, qu'elle soit liée à une puissance céleste ou qu'elle soit simplement le produit de l'évolution de la matière elle-même, y compris sous ses formes les plus abouties. L'une de ces oppositions majeures, c'est l'existentialisme contre l'essentialisme. L'existentialisme, vous le savez peut-être, c'est cette doctrine philosophique qui d'ailleurs est plutôt née d'une pensée religieuse, ou du moins très marquée par la religiosité, celle de Søren Kierkegaard, un philosophe danois, qui ressentait une profonde angoisse. Non pas l'anxiété de ce qu'il pouvait subir, de ce qu'il pouvait vivre et traverser, de ce qui pouvait arriver autour de lui en termes d'accidents de la vie, individuelle ou collective, mais l'angoisse d'avoir à être et à faire. Donc une angoisse de la liberté et de la responsabilité. Preuve pour lui de cette possibilité d'agir d'une façon différente de celle qui pourrait sembler tracée par ailleurs. Et c'est cette perspective-là qui a été creusée par la suite par tout ce courant de pensée, jusqu'à Jean-Paul Sartre, figure assez célèbre de l'existentialisme, et qui insiste sur la relation entre liberté et responsabilité vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis de tous. Ou encore Simone de Beauvoir, sur la question également de la faculté de se choisir et de se déterminer en tant que femme, par exemple, ou encore d'autres auteurs comme Albert Camus, par exemple, qui, proche de ce courant de pensée, s'est plus questionné, lui, sur la question du sens. Quel sens donner à sa vie? Donc, par exemple, à travers le triptyque du mythe de Sisyphe, de Caligula, puis de l'homme révolté, il insiste bien sur cette quête perdue de sens qui nous conduit quelquefois dans la recherche de la toute-puissance, pour l'un des cas, ou encore la tentation du suicide, c'est le premier paragraphe du mythe de Sisyphe, la question de l'absurde face auquel nous pouvons nous trouver ici ou là et que nous avons quelquefois du mal à dépasser. Et puis enfin, la question de l'engagement, du rapport entre l'individu et le collectif, le singulier et l'universel, le je et le nous, et l'équilibre bien sûr à trouver entre le je et le nous, si je puis me permettre, passer du je au nous sans se mettre à genoux, passer du nous au je sans se voir nuageux. Ainsi dire, cette pensée, déjà dans l'Antiquité grecque, était plus ou moins présente sous d'autres formes. En l'occurrence, la philosophie elle-même se fonde sur ce concept d'angoisse, ou encore ceux qui l'ont précédé. En l'occurrence, l'étonnement chez Socrate dans l'Antiquité, ou encore le doute chez Descartes, qui sont à chaque fois des remises en question de l'évidence qui peut nous submerger très vite. En l'occurrence, c'est pour ça que certains d'entre nous faisons le pari de faire de la philosophie avec les enfants. C'est parce qu'ils sont dans la question. Et que bien souvent, dans la vie, ensuite en avançant, on s'enferme dans des tours de certitude, dans des évidences, et puis aussi on se barricade, on se carapace, on se vêtit de boucliers de toutes sortes, d'armures, pour éviter finalement, non pas tant l'ennemi extérieur, celui qui pourrait nous contredire, que le malaise de cet autre ennemi, le principal en réalité, l'ennemi intérieur, c'est-à-dire la capacité à penser vraiment, c'est-à-dire à penser contre soi. Penser, c'est d'abord penser contre soi, c'est d'abord être capable de se remettre en question,
Et c'est pourquoi l'enjeu majeur dès le plus jeune âge, c'est de montrer à quel point, en tant qu'individu humain, nous pouvons évoluer dans notre parcours de vie grâce à notre faculté de prendre recul et de mettre en doute, de nous étonner du monde tel qu'il est, de nous mettre en doute tous les aspects de notre savoir, de notre connaissance ou de notre expérience même, et évidemment de nous poser certaines questions essentielles concernant le sens que nous donnons à notre vie, mais aussi le sens que nous donnons à la vie ensemble, à la vie en société. Et c'est ainsi que je reviens vers le chemin de l'existentialisme après-guerre, puisque pour moi il me semble essentiel d'insister sur le droit à la différence. Le droit à la différence, attention, pas n'importe comment. Le droit à la différence, à la marginalité. Par exemple, celui qu'évoque Boris Vian à nombreuses reprises dans son appel à la désertion, par exemple. Vis-à-vis de quoi avons-nous le droit de déserter? De quelle manière pouvons-nous être objecteurs de ceci, objecteurs de cela, objecteurs de conscience, pour ainsi dire? Est-ce que la liberté absolue de conscience nous donne le droit de déserter, et jusqu'à quelle amplitude? Boris Vian et beaucoup d'autres artistes de son temps, inspirés par la Boétie, inspirés par Henri David Thoreau, le père de la désobéissance civile, nous posent le problème du droit à la marge, du droit à la différence, y compris sous ses formes les plus radicales, et de la nécessité, dans l'espace démocratique, de faire une place pour ceux qui pensent différemment à certaines conditions. Mais quelles conditions? La condition formulée par la laïcité également, qui est tout simplement que le droit à la différence ne conduise pas à la différence des droits. Donc l'égalité, le refus de la différence des droits, mais également ce droit à la différence qui est en fait la possibilité pour chacun d'apporter un enrichissement à l'ensemble grâce en quelque sorte à sa fonction d'éclaireur dans les marges qui permet d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir le champ des alternatives. Et c'est bien pour ça que Antonin Artaud a autant inspiré, par exemple, les philosophes de son temps, ou encore pour ça que Michel Foucault va insister sur ces zones de marge de toutes sortes, quelquefois fabriquées par la société elle-même, des zones de non-droit parfois, hein, comme les asiles psychiatriques, les prisons et d'autres lieux de la société, qui sont pour lui des hétérotopies, des lieux, topos, qui sont différents, hétéros, mais qui sont surtout des creusets d'une façon de vivre différente, d'une façon de penser différente. Et pour lui, c'est essentiel. Car finalement, au bout de cela, on se rend compte qu'il y a deux façons de relationner avec la différence. Et c'est l'un des enjeux majeurs de la laïcité. C'est premièrement l'ouverture à celle-ci et l'acceptation de celle-ci dans une société donnée, sur un territoire donné. Mais c'est aussi quelquefois la chasse de la différence, l'élimination parfois de la différence, la maltraitance, le harcèlement, qu'on a vu sous les périodes les plus autoritaires, et bien sûr en premier lieu sous les périodes fascistes, que ce soit du fascisme religieux ou du fascisme politique, en l'occurrence l'interdiction de vivre différemment que la norme imposée par la société en question. La norme présupposée, bien sûr, selon des catégories qui sont définies par un pouvoir selon son point de vue et le courant de pensée qui le mène au pouvoir. C'est la définition même du fascisme pour Michel Foucault. Hein. Michel Foucault, c'est pas l'animateur télé, hein, c'est son homonyme. Et le Michel Foucault qui insiste... Non, je le fais toujours, ça détend l'atmosphère. Michel Foucault qui insiste sur une définition du fascisme qui nous intéresse par rapport aux enjeux, parmi les enjeux majeurs de la laïcité, qui est tout simplement la radicalité dans la normalité. Ce besoin éperdu de normes, ce besoin éperdu de pureté dans tous les domaines. Pour certains, ça va être la pureté d'une pseudo-race ou d'une origine territoriale ou ethnique, d'une foi religieuse unique, d'une sexualité, d'un mode de vie dans un domaine ou dans un autre, et ainsi donc qui réduit le sujet humain à certaines de ces catégories, certains de ces critères, de ces caractères, et aspirant à épurer tout ce qui peut être différent. Donc ce rejet de la différence, finalement, qui est exactement l'inverse de la laïcité, conduit par définition à toutes les formes autoritaires et surtout de fascisme politique et religieux qu'on a connu selon les époques.
Donc, évidemment, la définition du fascisme, elle est connue par ailleurs. Hein. La différence entre un pouvoir autoritaire et un pouvoir fasciste, par définition, c'est les deux critères majeurs. L'élimination physique des opposants, hein, sinon le harcèlement, la maltraitance qui conduit souvent à l'élimination ou disparition. En Grèce, on a eu notre lot en la matière entre 1967 et 1974. Et également la censure, et la censure, la vraie censure, la grande censure, la censure majeure qui touche jusqu'aux poètes, jusqu'aux artistes en tout genre, jusqu'à la tenue vestimentaire. Par exemple, je citerai, puisque je fais référence dans ce cas-là à la Grèce évidemment, la dictature des colonels avec des gens qui avaient les cheveux trop longs et qui donc se faisaient couper les cheveux à même la rue par la police, hein, ou encore qui avaient des pattes d'éléphant et donc pareil ils se retrouvaient en short, sauf quand ils habitaient dans certains quartiers réputés pour leur désobéissance comme le quartier d'Exarchia au cœur d'Athènes. Voilà, le fascisme c'est ça. Je me référerai simplement pour finir sur cette parenthèse au générique de fin du film Z de Costa Gavras, d'après le roman de Vassilis Vassilikos. Regardez simplement ce générique, vous pouvez le trouver sur Internet très facilement, sur les plateformes de vidéos en ligne. Et vous verrez la liste des poètes, des œuvres classiques de l'Antiquité, les aspects de la vie les plus anodins qui étaient interdits sous cette dictature. Voilà. Donc il faut peut-être faire la part des choses et distinguer la critique qu'on peut faire ici ou là selon nos opinions à une société donnée et à son mode de fonctionnement économique et social, et le fascisme en tant que tel, dans sa vraie dimension, qui est celle de la censure et de l'élimination physique des opposants. Et voilà, c'est exactement la dystopie qui est le contraire de l'utopie laïque. L'utopie laïque qui vise à permettre à chacun de trouver sa place dans la société à la condition que le droit à la différence ne conduise pas à la différence des droits. Donc, puisque le sujet c'est la laïcité a-t-elle un avenir, j'insiste sur les deux menaces majeures qui sont donc les formes les plus autoritaires et essentiellement fascistes des fascismes politiques et religieux qui menacent par définition même l'un des enjeux majeurs, l'un des buts majeurs de la laïcité définie comme suit, c'est-à-dire la liberté absolue de conscience, la faculté du sujet à se chercher, à se choisir et à devenir pleinement humain. Alors on a défini tout à l'heure la liberté, on a proposé une définition très succincte de la liberté en distinguant celle dans laquelle se vautrent les enfants dès le plus jeune âge, c'est-à-dire je fais ce que je veux donc je suis libre, hein, être libre c'est faire ce qui nous passe par la tête, hein, et donc une autre définition plus élaborée, celle qui nous permet de nous rendre compte que finalement la liberté ça se cherche et la liberté ça se choisit, c'est l'exercice, c'est la faculté de choisir. Mais concernant la conscience, quand on parle de liberté absolue de conscience, de quoi parle-t-on? La conscience, elle est à distinguer quand on parle de l'être humain, de la conscience animale, de la conscience, pour ainsi dire, qui ne pense pas, du moins tel que nous on l'entend pour l'être humain, sans vouloir choquer ceux qui éventuellement sont dans cette lutte-là, qui est celle des droits des animaux, et qui concerne avant tout le respect, qui concerne également, pourquoi pas, la non-alimentation de produits animaux directement, donc végétariens ou dérivés des animaux, donc végan, le véganisme, ou le végétalisme si vous préférez, ou encore la question de l'égalité en droit, et dans ce cas-là on appelle ça l'antispécisme. Je voudrais préciser que ce que je vais dire maintenant ne concerne pas cet enjeu du respect des animaux sous ses différentes formes, plus ou moins radicales, mais concerne la reconnaissance légitime d'une nuance, d'une différence qui est vérifiable et qui concerne la capacité du sujet humain à exercer une conscience qui analyse, qui étudie son environnement jusqu'à lui-même. Et en l'occurrence, on parle de conscience critique, hein, de la faculté à la critique de la conscience humaine. Et donc, quand on parle de conscience critique, il est très important de distinguer les différents niveaux, en quelque sorte, de contraintes qui touchent le sujet humain. Il y a bien sûr l'instinct, comme n'importe quel animal, l'animal qui obéit essentiellement à l'instinct, comme la flèche de la nature, pour ainsi dire. Il y a bien sûr la culture, donc en fait c'est le milieu dans lequel nous sommes nés en général, qui nous conditionne énormément et qui participe beaucoup de ce que nous sommes, mais duquel nous pouvons progressivement nous détacher pour choisir nous-mêmes notre propre chemin. Et donc l'individuation qui n'empêche pas la reconnaissance du collectif, et même de l'appartenance à celui-ci.
C'est pour ça qu'il y a souvent des malentendus concernant, par exemple, un terme très important qui est l'individualisme. Je voudrais m'inscrire en faux par rapport à l'usage commun du mot individualisme, car souvent il semble se rapprocher de mots communs également comme égoïsme ou égocentrisme. Notre société postmoderne, comme la qualifient certains, n'est pas à proprement parler individualiste. Certes, il y a une atomisation de la société, certes, on voit une montée en puissance de l'égoïsme quant à la question du partage ou de la mise en commun, de la redistribution et de la répartition des richesses. Certes, il y a également un problème d'égocentrisme à travers la société du spectacle et ses formes les plus narcissiques, le besoin d'exister dans le regard de l'autre qui conduit généralement, y compris les plus jeunes, à ce que David Le Breton qualifie de conduite à risque, qui est un phénomène vraiment de société beaucoup plus présent qu'autrefois. Non, il s'agit vraiment de distinguer l'enjeu de la capacité du sujet humain à se choisir en tant qu'individu sans forcément refuser son appartenance à cette grande famille universelle qu'est l'humanité. L'individualisme est un humanisme. L'humanisme, pour ainsi dire, c'est-à-dire la possibilité pour chacun d'être d'abord reconnu en tant qu'individu à part entière, unique. D'où le débat sur la peine de mort, par exemple, puisque les enfants ont glissé à un moment donné sur la question de la peine de mort. Donc on n'est pas allé jusqu'à la question de l'identité, mais on aurait pu aborder de façon un peu plus abstraite la question de l'unicité du sujet humain. Voilà, chaque individu humain est unique, et donc chaque perte, même la pire qui soit a priori, est une perte irréversible pour l'humanité. Et en même temps, l'universalité que nous portons tous. L'humanité est la question à laquelle chaque être humain est une réponse. Et donc, cette liberté absolue de conscience, elle nous conduit donc à nous chercher par rapport à un milieu d'origine, à nous chercher à travers l'éducation, la culture, la religion ou l'absence de religion, et donc, pour ainsi dire, à manifester notre désir de liberté quant aux outils qui sont à notre disposition pour nous permettre de choisir notre chemin. Donc, la liberté absolue de conscience, maintenant qu'on l'a un peu mieux définie en travaillant sur la liberté et la conscience, on voit bien qu'elle est un socle majeur de ce qu'on appelle tout simplement l'humanisme. Mais à condition, puisque là je me rapproche de la fin, hein, c'est quand même bientôt l'heure pour vous de parler, je ne vais pas non plus trop abuser, sinon on serait dans contradiction avec certains des principes émis dans le contenu du propos, mais quand même, la laïcité peut être également instrumentalisée, on le sait. Elle peut être instrumentalisée, y compris parfois par ses pires ennemis. En l'occurrence, par des courants de pensée misanthropes dont on voit bien l'usage qui peut être fait de la loi en général et de ce qui concerne la laïcité en particulier. Misanthropie, c'est le contraire de l'humanisme, hein, on est clair là-dessus, évidemment. Également par rapport à la tentation du fascisme politique, qui se sert quelquefois, qui peut se servir quelquefois de lois qui peuvent s'apparenter à la laïcité, hein, pour exclure, rejeter ceux qui peuvent sembler différents, trop différents du commun. On se rappelle du début, du commun présupposé, hein, du commun présupposé sur lequel on n'est pas du tout d'accord les uns et les autres. Pour nous, le commun, en général, on est d'accord là-dessus, c'est notre humanité, hein, notre appartenance à l'humanité, et donc forcément cette idée de la fraternité. Pour d'autres, le commun, c'est vraiment des détails très importants qui sont censés être incontournables et qui sont censés refléter vraiment l'enjeu majeur de l'appartenance territoriale d'une communauté politique. Et puis enfin, il y a la tentation d'instrumentalisation de la laïcité par les fascismes religieux. Alors là, bien sûr, on connaît aussi le procédé, on l'a vérifié à de nombreuses reprises, c'est se servir de la laïcité pour s'imposer partout, se faire remarquer et surtout créer des polémiques, créer des tensions visant à déstabiliser finalement les outils qu'on utilise justement. Hein. Et c'est pour ça que, pour moi, puisque je dois conclure, et conclure par rapport à cette question telle qu'elle m'a été posée, la laïcité a-t-elle un avenir? Pour moi, la question de l'avenir nécessite de poser la question du présent. Qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui qui fait que la laïcité peut être en danger? Qu'est-ce qui est particulier aujourd'hui qui fait que la laïcité, au contraire, représente même une force, une richesse, quelque chose qui peut nous aider à répondre aux grandes questions de notre temps? Nous sommes dans une situation de crise économique et sociale majeure, mais aussi de crise politique. Je pense que c'est de plus en plus clair et évident, notamment pour quelqu'un comme moi qui vit en partie en Grèce.
Les phénomènes en cours sont extrêmement importants dans la remise en question du système politique dans lequel nous vivons. La question de la démocratie, la question de l'égalité, la question même de la liberté est sans cesse posée. Du coup, elle pose aussi des problèmes évidemment de spiritualité, des questions identitaires également. Au bout du compte, qu'est-ce que c'est sinon une crise de sens? C'est vraiment une crise de sens dans toute sa splendeur que nous vivons aujourd'hui et qui va nous conduire forcément à passer à une autre ère de l'humanité. On a parlé de monde fermé, de monde ouvert, de modernité, de post-modernité, hein, d'ère post-symbolique par exemple. Aujourd'hui, nous sommes en voie de changer d'air. Hein. Ce n'est pas l'oxygène forcément. Attention, méfions-nous. Méfions-nous quand on change d'air. Ça peut être air, y compris au sens spatial, l'air avec un E à la fin, A-I-R-E. Ça peut être changer d'air AIR, hein, et quelquefois on peut en manquer, et méfions-nous. Et changer d'air, ça peut être bien sûr E, accent grave, RE, et dans ce cas-là, évidemment, c'est ce que j'entends, ce que je désire, c'est que nous continuions dans le processus visant à l'émancipation individuelle et sociale, à une humanité toujours plus éclairée, à faire plus d'efforts les uns vers les autres pour essayer de faire le pari de l'humain et pour essayer d'avancer vers l'utopie. Donc en l'occurrence, la question de la laïcité aujourd'hui est essentielle parce que nous sommes dans une situation de crise de sens et que la crise de sens, par définition, c'est le moment durant lequel le sujet peut se remettre en question plus facilement, qu'il s'agisse d'un sujet individuel ou collectif, car crise il y a de toute façon structurellement dans la vie humaine. Puisqu'on parlait des enfants tout à l'heure, tous les seuils du développement des enfants sont basés par des moments de crise ou d'épreuve qui sont par exemple la crise de la naissance, hein, c'est la crise de la séparation, la crise des 3 à 6 ans, hein, l'école, le DIP, etc. La crise de l'autonomie puis de l'indépendance, hein, donc on parle de l'adolescent puis du jeune adulte, le fameux adolescent. Donc durant ces périodes-là, on a beaucoup de problèmes qui se posent et des moments assez douloureux pour le sujet, hein, des épreuves, ce sont de véritables épreuves, mais qui sont aussi la possibilité pour celui-ci de se questionner sur son itinéraire. On peut dire ainsi que le temps critique est aussi le temps de la critique. Le temps critique est une opportunité pour le sujet. Bon, évidemment, ce n'est pas toujours très désirable. Hein. Quelquefois, c'est des situations extrêmement dures, notamment quand il s'agit, sur le plan collectif, de crises sociales, économiques, qui peuvent conduire à des pertes humaines incroyables à grandes échelles. Par exemple, le nombre de suicides en Grèce a beaucoup augmenté, en Espagne également, notamment à cause des expulsions en Espagne, qui sont très nombreuses actuellement. Mais en même temps, on voit une lame de fond qui permet aux individus comme aux groupes humains de se remettre en question, dans leurs pensées comme dans leurs actes, pour se remettre en mouvement vers un changement de la vie, un changement de leur vision du monde. Donc c'est pour ça que choisir et défendre la laïcité, c'est d'une certaine façon choisir de chercher et de construire ensemble la vie et le monde que nous désirons, par-delà nos différences, et de choisir un cap qui est en fait un cap de l'humain, un cap de la vie, un cap du pari de l'humain et de la vie, qui est dehors, tout jusqu'à nous-mêmes, comme disait Sartre que je citais tout à l'heure. Et c'est pour ça que finalement, quand on parle par exemple, puisque la laïcité est souvent associée à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, quand on parle de liberté, d'égalité, de fraternité, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? De liberté en droit, mais en fait. De l'égalité en droit, oui, mais en fait. De fraternité en principe, oui, mais en réalité. Où en est-elle cette devise? Où en est la laïcité, mais où en sont également les 3 autres mots majeurs où est la liberté véritable, où est l'égalité réelle, et où est la fraternité universelle. Donc choisir et défendre la laïcité, c'est considérer d'abord qu'on a besoin d'autrui pour se chercher, on ne peut s'enrichir que de nos différences, et que faire le pari de l'humain, tout simplement, c'est faire le pari de la vie. Je vous remercie. À vous la parole.